Bonjour, c'est un grand plaisir de vous présenter ce survol sur les composants des ingrédients, leurs éventuels effets toxiques, perturbateurs endocriniens ou leur pouvoir allergisant. Merci de votre invitation, désolée d'être loin de vous, mais j'aurai le plaisir d'échanger avec vous après cette présentation pour répondre à vos questions. Très peu de conflits d'intérêts. Je voudrais vous préciser que beaucoup des informations que je vais développer dans cette présentation sont reprises dans cette publication que nous avons faite avec mon amie Christine Lafort, qui est enseignante de cosmétologie, avec laquelle je travaille sur le sujet du risque toxique des cosmétiques depuis environ 6 ans. Donc les cosmétiques, on leur reproche beaucoup de choses. Donc déjà, je voudrais quand même dire que le risque reste extrêmement minime et que des prises de conscience et des modifications de formules vont beaucoup aider à limiter ce potentiel risque. Donc déjà, l'information, c'est il faut être très rassurant et ces cosmétiques ne présentent pas d'immenses dangers sur la santé humaine et beaucoup de reproches en fait sont liés à leur risque environnemental qu'il faut effectivement considérer, mais qui n'implique pas de risque de perturbateurs endocriniens ou autres sur la santé humaine. Sur la santé humaine, il y a des allergies ou des photoallergies. Je le développerai un petit peu parce qu'il y a des photoallergies rares aux filtres solaires. Il y a bien sûr dans la toxicité, ce dont on parle beaucoup, les perturbateurs endocriniens, risque de cancer extrêmement limité, et les nanoparticules. En ce qui concerne l'allergie, eh bien, quand faut-il y penser? Lorsque, lors de l'utilisation et en regard du site d'application d'un cosmétique, vous voyez apparaître des lésions rouges qui démangent, avec soit cet aspect très gonflé, par exemple du visage, ou bien un aspect avec des petites cloques d'eau, des vésicules, ou un aspect suintant. Lorsque l'aspect prend celui d'un eczéma chronique chez cette personne, par exemple, qui appliquait le cosmétique sur le corps et le visage, les lésions sont rouges, érythémateuses, avec des petites pellicules de peau sèche, des squames et des démangeaisons. Sur les paupières, ce peut être lié à un cosmétique appliqué sur la peau ou quelque chose de volatile comme un parfum. Comment faisons-nous l'exploration? Eh bien, nous recherchons les composants du cosmétique. Toutes les molécules rentrant dans la composition d'un cosmétique peuvent être en cause, mais c'est vrai qu'en dehors de l'eau, mais c'est vrai que l'on va se focaliser plus volontiers sur les conservateurs, sur les parfums, sur les surfactants, les produits un peu moussants, et puis qui nettoient les impuretés qu'on a sur la peau, et également, dans un certain nombre de cas limités, surtout avec certains filtres solaires, il peut y avoir des photoallergies. Dans ce cas, le cosmétique lui-même, l'ingrédient n'est pas responsable, mais lorsqu'il y a exposition aux ultraviolets, c'est la molécule qui apparaît sous l'action des UV, le photométabolite, qui déclenche l'allergie. Donc dans l'eczéma, ce qu'il faut, c'est que vous gardiez bien les produits qui ont provoqué les réactions, parce que nous allons tester, faire ce que nous appelons des patch tests. Nous allons coller sur une toute petite surface, ces petites chambres carrées que vous voyez en haut, des molécules qui rentrent couramment dans la composition des cosmétiques, mais également le produit que vous suspectez. Donc il faut garder ces produits qui malheureusement souvent sont jetés avant de nous voir. Nous mettons sur le dos ces différentes molécules, on laisse en place 48 heures et on fait une lecture à 2 jours et à 4 jours. Lorsqu'il y a une suspicion de photoallergie, on fait la même chose, mais on applique en double, du côté droit du dos, du côté gauche du dos, et par exemple du côté gauche, avec l'appareil que vous voyez en haut, on va exposer pendant quelques minutes la peau aux UV. Comme vous le voyez ici, du côté droit où il n'y a pas eu d'exposition aux UV, les tests sont négatifs, mais ils sont positifs du côté où
les tests ont été exposés aux UV et donc cette lecture se fait encore là de façon retardée au bout de 48 heures. Parmi les photoallergènes, les molécules qui déclenchent des photoallergies, eh bien, dans une batterie dite standard européenne, vous voyez que la majorité des molécules que j'ai encadrées en orange sont en fait des filtres solaires. Donc, ce sont des bons pourvoyeurs de photoallergies, les autres molécules étant des anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme le kétoprophène, qui est le plus grand responsable de photoallergie, qui malheureusement déclenche des réactions croisées avec les filtres solaires. Je vais aborder maintenant la toxicité des ingrédients des cosmétiques en gardant bien en tête que les applications nous alarment souvent à tort en nous disant telle molécule est un grand toxique. Le problème c'est que si cette molécule ne pénètre pas dans l'épiderme ou juste à la surface de l'épiderme, ça ne présente pas de risque. Les molécules qui vont poser problème sont des molécules qui vont descendre profondément, qui vont traverser l'épiderme, qui vont arriver jusqu'aux vaisseaux sanguins qui sont dans le derme. C'est ce qu'on appelle la résorption. Malheureusement, les fournisseurs d'ingrédients cosmétiques sont assez discrets sur le pourcentage de molécules résorbées lorsqu'on les applique à la surface de la peau et pour que nous sachions si ces molécules passent jusqu'à la circulation sanguine et donc pourraient être potentiellement toxiques. Cette résorption, elle peut être augmentée dans certaines conditions. Chez le nourrisson et le jeune enfant, le rapport de la surface cutanée et de la masse corporelle est tel que si on applique sur 60% de la surface cutanée chez un enfant et un adulte, eh bien, si la molécule est résorbée, la concentration sanguine sera beaucoup plus importante chez l'enfant que chez l'adulte. Par ailleurs, la surface cutanée doit être prise en compte, bien sûr, différent si on applique sur une paupière ou sur le corps entier. Les lésions cutanées augmentent le risque de pénétration en cas de brûlure par les ultraviolets, de dermatose chronique, tout particulièrement la dermatite atopique, et puis bien sûr s'il y a une plaie. L'occlusion, en particulier chez l'enfant, l'application d'un cosmétique sous les couches, l'occlusion peut augmenter jusqu'à 10 fois le pourcentage de résorption cutanée. Enfin, la localisation avec une occlusion physique, et je pense particulièrement au pli axillaire, peut augmenter la résorption. Donc, plutôt que raisonner sur la toxicité directe d'une molécule, il faut aussi rapporter ce risque à l'âge de l'utilisateur, la concentration de l'ingrédient, la surface cutanée exposée, la zone cutanée exposée, et puis l'existence d'une fragilité de la barrière épidermique, ou bien sûr si le cosmétique est laissé en place comme une crème ou rincé comme dans un shampoing ou un gel douche. Pour connaître la composition d'un cosmétique, souvenez-vous qu'il faut aller regarder sous la mention ingrédients et pas composition, que vous ne devez jamais acheter un cosmétique dont cette liste d'ingrédients n'est pas fournie, que cette liste est fournie en mettant en premier le produit qui est le plus présent. Donc en général, c'est de l'eau, aqua. Et puis ensuite, du plus présent, au moins concentré, qui est le dernier sur la liste. Et ceci est donné avec un code international. Et dans l'exemple qui est en dessous, vous voyez marqué Butyrospermum carparchii, qui est en fait le doux nom en code INCI du beurre de karité. Donc les reproches en dehors de l'allergie que l'on fait aux cosmétiques, c'est d'être potentiellement des perturbateurs endocriniens. Je veux dire un mot des nanoparticules. Sachez qu'à l'heure actuelle, les nanoparticules, par exemple dans les écrans solaires, sont à des diamètres qui ne leur permettent pas d'être résorbés au niveau de l'épiderme. Attention, si la peau est abrasée ou s'il y a une plaie, il ne faut pas mettre ces écrans avec des nanoparticules, car là, il pourrait y avoir résorption. Il ne faut pas ingérer ces molécules, donc pas s'approcher de la bouche, ne pas les inhaler. Donc les perturbateurs endocriniens. Ce sont des composés exogènes qui vont altérer la biosynthèse des hormones avec des effets néfastes sur la santé humaine ou un organisme, sur ses gonades de reproduction ou ses descendants, sa progéniture.
Ils vont agir en imitant les hormones naturelles, œstrogènes, androgènes, voire dans certains cas thyroïdiennes. Ils peuvent modifier le métabolisme des hormones ou ils peuvent se lier aux récepteurs des hormones. Ces perturbateurs endocriniens peuvent avoir des effets à vie, voire des conséquences pour la génération suivante. Et les effets varient d'une molécule à l'autre et pour une même molécule d'une espèce à l'autre. L'effet des perturbateurs endocriniens sur une espèce animale ne prouve pas que cette molécule va avoir le même effet chez l'homme et la plupart des études sont faites chez l'animal avec une exposition orale aux perturbateurs endocriniens. Donc à l'heure actuelle, il est très difficile de savoir ce qui a été démontré chez l'animal si cela a aussi un effet chez l'homme. Il y a quelques exemples où il y a par exemple un risque cardiovasculaire ou d'obésité qui doit être étudié chez l'homme. En fait, on ne peut pas attendre d'avoir des générations de personnes qui auraient des problèmes avec les perturbateurs endocriniens et donc, en général, on applique un principe de précaution. Les principaux perturbateurs endocriniens discutés dans les cosmétiques sont surtout les filtres solaires, les benzophénones, les benzylidène-camphre, homosalate, sinoxate, les PAVA, l'octocrylène, et sinon, certains conservateurs comme les parabènes, le triclosan, le triclocarban, il n'y a pas de risque avec le phénoxyéthanol. Et dans les antioxydants, il y a des discussions autour du butylhydroxyanisole et du butylhydroxytoluène. Il y a des discussions autour des muscs fragrances. Autour des silicones, il n'y a que 2 silicones qui posent problème, la D4 et la D5, les autres sont sans danger. Parmi les produits capillaires, le résorcinol est sous étude et les autres produits sont maintenant surtout contenus dans les emballages, les plastifiants, les phtalates et les bisphénols n'ayant jamais été contenus dans la formulation des cosmétiques. Sachez qu'à l'heure actuelle, l'Europe a demandé à l'industrie cosmétique d'étudier l'innocuité de certaines molécules rapportées perturbateurs endocriniens et en particulier ceux du groupe A devront faire preuve de leur innocuité avant la fin de l'année. Il est hautement probable que en 2023, la liste de la molécule A conduira à l'éviction de ces produits dans la formulation des cosmétiques et ensuite seront étudiées les molécules du groupe B. Je vous ai entouré en orange ou écrit en orange les filtres solaires qui sont donc très étudiés comme perturbateurs endocriniens et vous retrouvez d'autres molécules dont je vous ai parlé, les parabènes, les triclosans, triclocarbans, les butylhydroxytoluène et anisole et le résorcinol dans ces 2 listes. Qu'en est-il des phtalates et des bisphénols? Eh bien, effectivement, ce sont des perturbateurs endocriniens. Il y a un risque carcinogène qui a été prouvé pour ces molécules. Il n'y a jamais eu de bisphénol dans la formulation des cosmétiques. Il y avait des phtalates, mais depuis 2011, seul le diéthylphtalate est autorisé dans les cosmétiques, en particulier parfums déodorants ou des cosmétiques qui contiennent de l'alcool dénaturé. Nous savons que si l'on applique des phtalates sur la peau, 5% de la quantité est résorbée. Alors, ce que l'on ne sait pas, malheureusement, c'est la vie du cosmétique avant d'arriver sur la peau. Les ingrédients individuels peuvent être stockés assez longuement dans des emballages de plastique. Ensuite, il y a la fabrication et puis chez le vendeur, les produits peuvent être stockés assez longtemps et dans votre armoire à pharmacie, ils peuvent être stockés également longtemps ou dans votre armoire de toilette. Alors, l'idée est d'éventuellement réduire les plastiques. Alors, il y a énormément de travaux et vous voyez probablement changer la présentation des cosmétiques et des dermocosmétiques avec beaucoup moins de plastifiants. Ça va être quelque chose qui va beaucoup changer en 2023. Est-ce qu'il faut aller vers le cosmétique en vrac? Alors, attention, il y a un gros problème de conservation dans ces produits avec ces énormes contenants. Et par ailleurs, ça ne prévient pas le passage du contenant au contenu.
Donc, est-ce qu'il faut aller vers des cosmétiques sans emballage sec? Alors, premièrement, il ne faut les acheter que si la composition est fournie. Attention, ils fondent très vite, donc je vous ai montré ces petits exemples de petits ustensiles dont il faut faire l'acquisition, sinon ils vont fondre très très vite sur le bord de votre douche. Il n'y a pas de passage du contenant au contenu, mais par contre, avant leur fabrication et leur vente, ils ont pu avoir des contaminations et ils consomment beaucoup d'eau pour être fabriqués, donc il y a quand même un impact environnemental. Alors, beaucoup se tournent vers le cosmétique fait maison, à manipuler avec de très grandes précautions. Là encore, un gros risque de contamination bactérienne. Donc, si vous faites vos cosmétiques, il faut les utiliser dans les jours qui suivent et ne pas les conserver. Il faut vérifier aussi la composition des produits qui leur servent de base, parce que certains ont exactement la composition des cosmétiques que vous avez fui. Et surtout être bien conseillé et ne pas mettre trop d'huiles essentielles ou d'huiles végétales, de bien respecter les consignes, car ces huiles végétales ou ces huiles essentielles sont pour beaucoup extrêmement allergisantes. Voici quelques exemples de la violence des réactions allergiques. En haut à droite, un exemple avec un shampoing avec de l'huile d'arbre à thé, le tea tree oil, très en vogue à l'heure actuelle. Nous avons fait une étude avec le groupe dermato-allergologique de la Société française de dermatologie, avec 41 cas avérés d'allergie aux huiles essentielles ou végétales. Eh bien, les personnes oublient qu'elles ont utilisé ces produits. 80% étaient des utilisations sur des lésions dermatologiques et moins d'un tiers des personnes qui les utilisaient avaient reçu des conseils lors de l'achat des produits. Les grands pourvoyeurs, l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle d'arbre à thé et ensuite l'huile végétale de nigel ou huile de cumin noir. Attention, être naturel ne veut pas dire non toxique. Certaines huiles essentielles seraient des perturbateurs endocriniens, en particulier l'huile essentielle de lavande et l'huile d'arbre à thé ou tea tree oil. Dans ces conditions, comme je vous ai montré le potentiel allergisant et perturbateur endocrinien du tea tree, on peut se poser la question de la grande mode d'utiliser ce produit au niveau des aisselles où il y a une grande résorption comme déodorant. Les filtres solaires, on leur reproche d'être photoallergisants, je vous en ai déjà parlé, mais finalement depuis qu'il n'y a plus tellement d'utilisation du kétoprophène dans les gels anti-inflammatoires, eh bien nous avons beaucoup moins de photoallergie aux écrans solaires. Perturbateurs endocriniens, c'est indéniable, ce sont des molécules qui peuvent être perturbateurs endocriniens. Je vous ai donné la liste des produits et vous voyez dans ce tableau qui est dans l'article dont je vous ai déjà parlé qu'ils peuvent intervenir sur l'action des œstrogènes, progestérone et également pour certains thyroïdiens et que dans la colonne de droite on peut voir qu'ils peuvent aussi avoir un retentissement sur le sujet exposé mais également ses descendants. Donc, vous avez déjà vu que beaucoup de ces produits sont sous haute surveillance et très probablement vont disparaître de nos formules sous peu. Heureusement, il existe beaucoup de filtres solaires qui ne sont pas toxiques et pas perturbateurs endocriniens. Qu'en est-il de leur impact environnemental ? Eh bien, effectivement, certains peuvent avoir un effet délétère sur les coraux et la faune marine. On les étudie macroscopiquement. Vous voyez à gauche des coraux marrons qui possèdent d'une part leur squelette, la scléractinie, et la partie vivante, la zooxanthelle, et exposés à des filtres solaires. Cela tue la partie vivante, la zooxanthelle. Il ne reste plus que le squelette, la scléractinie. Et vous voyez en haut des zooxanthelles bien noires à gauche et sous l'action des filtres solaires très abîmées, très vacuolisées. Alors, si l'on
pèse le bénéfice-risque des filtres solaires. 14 000 tonnes d'écrans solaires sont déversés dans les océans par an. Et on les retrouve dans l'eau de surface, mais également dans les sédiments. Certains filtres sont des perturbateurs endocriniens, benzophénone, cinnamate, basylidène, camphre. Ils vont sans doute très rapidement disparaître des formulations. Il y a un risque de photosensibilisation qui reste assez modéré. Et il y a un risque environnemental qu'on ne peut pas nier sur les coraux et sur le développement des poissons. Les bénéfices, c'est quand même une très grande prévention de cette épidémie de carcinome, mais également de mélanome. Bien sûr, cela n'empêche pas de respecter la protection vestimentaire et les consignes de non-exposition solaire lorsqu'il y a une verticalité des rayons. Et bien sûr, il faut exiger de l'industrie cosmétique qu'elle assure des écrans efficaces avec un rapport UVB sur UVA à 3, un produit stable y compris à 40 degrés, et en tenant compte de l'impact perturbateur endocrinien et de l'impact environnemental. Les autres molécules, l'aluminium, eh bien, on n'a pas prouvé qu'il s'agissait d'une molécule à risque carcinogène, mais je voudrais quand même insister sur des pubs fallacieuses. La pierre d'Alain, c'est de l'aluminium. Donc si vous n'en voulez pas, c'est pas parce que vous preniez de la pierre d'Alain que c'est mieux. Les silicones, je vous ai déjà dit qu'il y a en fait 2 silicones qui sont perturbateurs endocriniens et qui sont aussi avec un risque environnemental, l'octaméthylcyclotétraxyloxane et la décaméthylcyclotétraxyloxane. Les autres silicones n'ont pas d'impact sur la santé humaine. Les huiles minérales, très décriées par leur impact environnemental et le fait que ce soit des dérivés d'hydrocarbures, n'ont aucun risque sur la santé humaine. Donc en conclusion, il faut distinguer le risque pour la santé humaine et le risque environnemental. Il y a en fait peu de risques avérés pour la santé des ingrédients cosmétiques. Les firmes cosmétiques vont devoir étudier le pouvoir perturbateur endocrinien de certains ingrédients et il faut l'exiger. Certaines de ces molécules vont sans doute être supprimées sous peu. Il faut connaître le pouvoir perturbateur endocrinien d'un cosmétique, ce qui impliquerait de l'évaluer sur un cosmétique resté dans son emballage plusieurs semaines en raison des interactions contenant contenu. Il serait utile de connaître le pourcentage de résorption de chaque ingrédient appliqué sur la peau et ça, on ne nous le communique pas. Il faut toujours adapter son raisonnement à savoir pour chaque cosmétique, pour quel type de peau a-t-il été utilisé, quelle est la surface exposée, quel est l'âge de l'utilisateur, est-ce que le cosmétique est laissé sur la peau ou est-ce qu'il est rincé, et également réfléchir de façon différente en fonction du site d'application. Par ailleurs, le naturel et en particulier les huiles essentielles ou végétales n'ont pas que du bon. Je vous remercie de votre attention.